Chers téléspectateurs de Télé-École, bonjour et bienvenue à votre émission Lire et écrire. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Patrick Géraud, écrivain et poète, né à Paris. Bonjour Patrick. Bonjour Nathan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec un grand plaisir. Nous parlons aujourd'hui du baobab du cœur, mais avant cela, vous êtes aussi auteur d'un premier roman, La traversée de Claire, publié en 2023. Cet ouvrage aujourd'hui dont nous allons parler a été publié le 21 novembre 2024 à la maison d'édition Katarla. Baobab du cœur, pourquoi le choix du baobab? Que symbolise le baobab pour vous dans nos sociétés africaines et plus particulièrement au Sénégal? Le baobab est un symbole très fort. C'est vraiment l'arbre qui symbolise la force, la longévité, l'accueil, les palabres autour. Et dans les villages, régulièrement, les gens se retrouvent autour du baobab. Et puis c'est un symbole sénégalais, bien sûr. Et dans ce roman, il va jouer un grand rôle au cours de ce roman entre les différents personnages qu'on va découvrir au fil du temps à travers la lecture du livre. Effectivement, plusieurs thématiques ont été abordées dans cet ouvrage. Nous les découvrirons au fur et à mesure de cette émission. Dès l'entrée de l'ouvrage, vous nous amenez à Bambey, plus particulièrement à Ndem. Pourquoi le choix de Ndem? Qu'est-ce qui vous a conduit à situer le roman à Ndem? C'est une coïncidence. Il y a à peu près 17 ans, mon épouse, Hélène, est venue pour la première fois avec moi, bien sûr, au Sénégal, et elle fait partie d'une association en France, Artisans du Monde, et qui a un lien étroit avec le village d'Ndem, car il y a un centre des métiers qui existe depuis maintenant 20 ans, un peu plus même, et qui permet de produire de l'artisanat et qui est vendu en Europe dans le réseau des magasins Artisans du Monde. Et donc, c'est comme ça qu'on a connu ce village par l'intermédiaire de ma femme. Et au fur et à mesure du temps, ma femme est devenue aussi responsable d'une association de solidarité pour le village, pour soutenir des projets dans différents domaines, l'éducation, l'eau, la santé, l'agroécologie. Et donc, les voyages annuels de l'association avec ses membres et moi-même ont permis de tisser des liens avec ce village. Et moi particulièrement avec Serigne Babacar Mbo, le responsable de la communauté soufie sur place. Et c'est un grand homme, un intellectuel, un grand spirituel, un homme toujours disponible, ouvert à tous, et en particulier à la culture diverses et variées, que ce soit l'aspect de nos différentes cultures, aussi l'aspect religion. Moi-même, je suis chrétien, j'appartiens à la spiritualité franciscaine, Saint François d'Assise, et nous avons eu ensemble avec Serigne Babacar Mbo beaucoup d'échanges autour du soufisme et de Saint François, où on a trouvé des ponts ensemble extraordinaires, et on a fait un chemin au fil des années ensemble autour de cela. Mais ce qui est important de voir, c'est que Saint François d'Assise, c'est l'homme de la pauvreté, de la désappropriation, aider les pauvres, et Serigne Babacar Mbo, dans le cadre de la communauté Baïfal, lui-même est près des gens, dans la pauvreté, dans aider au développement économique du village, au développement social. Et ça, c'est très important. Effectivement. Et dans l'ouvrage, nous voyons Michel qui décrit cet environnement, cette communauté Baïfal, soufie, de manière magnifique à travers la culture, à travers la fraternité. Était-ce un choix délibéré pour vous? Oui, parce que au fil des années, j'ai constaté que ce village avait une particularité. Il fait partie de ceux, voire peu nombreux, qui, dans cette zone rurale, semi-sahélienne, difficile, où les gens partaient à une certaine époque travailler à Dakar, et dans les faubourgs de Dakar. L'action de la communauté Baïfal, sous l'égide de Serigne Babacar Mbo et de son épouse Aïssa, a été déterminante pour stabiliser les gens, pour leur permettre de vivre sur place. Et quand vous savez que les enfants font 4, 5, 7 kilomètres par jour pour aller à l'école, où il n'y avait pas d'école, la priorité de Serigne Babacar Mbo, c'est à la fois l'eau, l'eau c'est la vie, et ça continue parce qu'il y a toujours des difficultés d'eau. On vient, il y a peu de temps d'inaugurer un 3e forage, il y a une semaine, avec les autorités et aussi les gens du village.
mais c'est aussi l'éducation. Mhm. Et d'emblée, vous savez, il y a quand même peu de villages qui Mhm. ont créé des écoles Mhm. Mhm. sans, au démarrage, l'aide du ministère de De l'Éducation. l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est maternelle, Mhm. pour élémentaire, collège. Mhm. Et ça a été créé par l'action de la communauté avec les villageois et l'aide de financement européen, français en particulier, à travers l'association de mon épouse qui s'intitule Solidarité Eden France. Mais c'est pas ça simplement. Il faut savoir qu'au départ, Selma Bakaremo a dû payer les enseignants Mhm. avant qu'ils arrivent. Mhm. Il faut les Il loger, faut les loger, créer les logements. les conditions. Donc, c'était une démarche dynamique Mhm. de vouloir à tout prix que ces jeunes qui sont dans les villages environnants de Endem puissent aller à l'école. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs générations qui sont passées par là et qui ont été au lycée de Bombay, à l'université de Bombay ou à l'université de Dakar ou dans des écoles. Aujourd'hui, l'association aide des jeunes étudiants qui sont soit dans l'agriculture, soit à l'université, pour qu'ils puissent continuer et qui sont issus de cette zone. Ça, c'est magnifique de voir ça. C'est un beau développement, un développement qui est réellement dans tous ses aspects économiques, social et éducatif. Éducatif. Un modèle vraiment complet dans sa démarche, le modèle de Ndem. Nous entrons dans le roman, nous voyons Abdou et son ami vivent comme ça à la quête de lendemain meilleur, prendre la traversée vers les îles de Canaries. Vous décrivez cette scène de manière très incarnée. Qu'est-ce qui vous semblait important de montrer à ce moment précis du voyage? L'immigration clandestine est un fléau. Mm-hmm. Un fléau pour l'Afrique de l'Ouest et aussi pour le Sénégal, bien entendu. Mm-hmm. Ils partent des côtes du Sénégal, dont Edinburgh. Mm-hmm. Il faut savoir aussi que Diourbel, dans cette zone avec Bombay, fait partie aussi des lieux de départ. Mm-hmm. Et donc, qui partent aussi prendre des pirogues. C'est tout un ensemble, parce que l'immigration clandestine est issue de plusieurs facteurs. La pauvreté. Le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres du monde, les 50 pays les plus pauvres du monde, mais peut-être pas en bas, mais au haut, mais n'empêche que c'est un pays pauvre. 37,5% de la population est dans la pauvreté. C'est aussi le chômage des jeunes, 27% de chômeurs. Ce sont des statistiques qui sont incontestables aujourd'hui, mais aussi la reconnaissance sociale, pouvoir avoir un travail, mais aussi avoir une activité qui correspond à leur formation ou à leurs compétences. Et tout ça, c'est un ensemble qui fait qu'il y a des jeunes qui partent. Mais il faut pas oublier la pression sociale, la pression familiale, qui est là pour dire, mais tu vas partir, tu vas réussir là-bas et tu vas nous aider. C'est tous ces facteurs-là qui sont autour de la migration clandestine. Et je voulais, dans ce livre, apporter cette dimension. Le livre, c'est ce voyage, comme vous dites, précisément, ce voyage de migration clandestine en pirogue. En pirogue. De Edinburgh jusqu'aux Canaries. Oui. Et puis Michel, qui vient pour la première fois avec sa aînée d'enfance, Florence, qui est responsable d'une association qui soutient ce village, qui va faire découvrir de l'intérieur ce pays, avec ses richesses qu'on vient d'évoquer. Effectivement. Et donc, ce voyage est important parce qu'il va nous suivre tout le long du livre. Et on va, avec eux, traverser. Traverser cette mer dangereuse, cette mer maritime qui est route maritime, on appelle ça plus précisément. Il faut savoir, en 2023, il y a eu plus de 30 000 morts. C'est énorme. Il y a peu de temps encore, au mois de décembre, on a eu le 23-24 décembre, nous avons une pirogue qui a naufragé. Donc, avec des naufragés importants et des personnes qui ont disparu, on ne sait même pas où ils sont, il y a des morts, il y a des rescapés, et ça continue. Donc, c'est une sensibilisation à travers ce livre, à travers le roman, c'est un récit roman qui permet de vivre cette traversée, et qui permet aussi de vivre à l'intérieur ce pays, et cette richesse de ce pays. Effectivement. Un parallélisme, on voit que Abdou et son ami, ils partent. Effectivement, Michel et Florence arrivent et ils trouvent cette scène au Sénégal. Ils trouvent une famille triste, une famille vraiment sous le choc de ce départ. Le départ vraiment a bouleversé le village, surtout à Fatou, sa sœur. On le voit tout au long du roman.
Pourquoi avoir choisi aussi de pas seulement montrer les répercussions sur ceux qui partent, mais aussi les répercussions sur la famille? Le cas concret d'Abdou, c'est qu'il part sans prévenir. Et donc, sa sœur Fatou va découvrir quelques jours après son départ, très peu de jours, une lettre de sa part lui annonçant qu'il est parti. Et donc c'est le choc familial, c'est le choc dans toute la communauté. Et au cours de ce roman, on va voir l'impression aussi, les sensations, les ressentis de la communauté et de la famille. Tout le monde s'inquiète, et même Michel et Florence sont dedans. On est associés à ce départ, on est associés aux incertitudes de ce voyage et au pire. Donc c'est important que, au cours de ce roman, on voit ce qui se passe dans le village et ce qui se passe dans la Pyrénées. Effectivement. Pour les jeunes, surtout quand tu es parti, on voit qu'il y a dans le livre, l'Europe apparaît davantage comme un mythe plutôt qu'une réalité. Ils sont à la recherche de lendemain meilleur, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver là-bas. Que représente-t-elle alors l'image des jeunes? Quelle est la représentation de l'Europe pour les jeunes au Sénégal? Et voilà, c'est l'image de l'Eldorado, c'est l'image de la réussite sociale, c'est l'image d'avoir une reconnaissance sociale, c'est l'image de pouvoir aider une famille, sa famille, voire même sa communauté. Mais ça, c'est un leurre. Mythe ou réalité, effectivement. Voilà. La réalité est autre. Il y a déjà la traversée. Il faut y arriver. Nous verrons que, au cours de ce roman, la traversée n'est pas simple. Il y a 1500 kilomètres de traversée, 6-7 jours minimum, des aléas mécaniques. On va avoir faim, on va avoir soif, il y en a qui vont mourir. Et quand on arrive aux Canaries, pour ceux qui peuvent arriver, c'est d'un autre chemin. Et c'est aussi un chemin de clandestin. Il faut ensuite arriver en Espagne. Et quand on arrive en Espagne, il faut pouvoir être dans une situation d'être reconnu. D'être éligible, effectivement. On n'est pas reconnu. Les Sénégalais, si on part que pour eux, ils partent pour des raisons économiques. Ce n'est pas la même chose que ceux qui partent pour des raisons d'asile politique. Où là, il y a un statut particulier, un statut pour l'asile politique. Ce qui permet d'avoir une procédure et peut-être une reconnaissance. Mais économique, ce n'est pas une reconnaissance automatique. Et voire même jamais de reconnaissance. Il faut savoir qu'en France, par exemple, nous avons des jeunes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, ou même d'autre part, mais en tout cas, pour des raisons économiques, ils sont longtemps dans la clandestinité. Ils n'ont pas de papier. Ils galèrent pour en avoir, ils les obtiennent très peu. Ensuite, ils vivent dans des conditions difficiles. Ces conditions, c'est quoi? Des fois, ils couchent dans une tente, au bord du périphérique, sous un pont, ou dans un foyer, si c'est possible, et encore, c'est pas beaucoup, ou ils vivent à plusieurs dans un appartement. Par exemple, moi, j'habite dans les Yvelines, à côté de la région de Versailles, donc le château de Versailles, sa beauté, mais à côté, moi, dans une ville qui s'appelle Plaisir, il y a une cité qui a 30 000 habitants, 40 ethnies, je connais des Sénégalais, ils vivent dans un appartement, il y a 4 pièces, ils sont à 10, et il y en a un qui dort la nuit, un qui rentre de son travail de nuit, il dort sur le même matelas, et ainsi de suite. Alors, ils sont ensemble, oui, mais qu'ensemble. Alors, bien sûr, des associations françaises extraordinaires qui les aident, mais ce n'est pas suffisant. Ici, au village, ici, autre part, ils ont une fraternité, ils ont une solidarité entre eux, il y a une famille, ils sont soutenus, là-bas, ils sont seuls. Alors, bien sûr, ensemble, mais c'est pas la même chose. Ici, on peut voyager facilement, on peut rencontrer des gens, on peut aussi avoir un plaisir de vivre dans son pays. Là-bas, ils sont pas chez eux. C'est difficile, très difficile. Il faut avoir un moral d'acier. Et malgré cela, avec le peu qu'ils gagnent, et à la merci d'être arrêtés le jour au lendemain et être dans un centre de rétention, ils envoient quand même de l'argent à leur famille. Et on le voit dans l'ouvrage. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails parce que j'aimerais vraiment que nos téléspectateurs puissent se procurer ce livre et se délecter de cette histoire qui est passionnante parce que ils sont partis ensemble, mais ils ont eu des trajectoires différentes, Jack et Abdou.
On le voit, ce que vous dites, c'est un peu ce que vit Jack à la fin de l'ouvrage. Et le destin a choisi autrement pour Abdou, qui a su revenir et rebondir de plus belle ici au Sénégal. Donc, pour dire que finalement, l'exil, l'immigration n'est pas tout simplement pas le seul moyen de réussir à la fin. Non, absolument. Effectivement. Alors, effectivement, Abdou revient, et c'est important qu'il revienne. D'abord, il est accueilli dans la communauté. Bon, il était, d'un seul coup, Fatou un appel téléphonique, et il annonce, j'arrive à l'aéroport, et donc tout le monde se précipite pour aller le chercher. Voilà, l'accueillir et le ramener au village, c'est un grand moment. C'est un moment de fête, un moment de joie. On dit chez les chrétiens, c'est le retour de l'enfant prodigue. Voilà, et on fait tout ça pour lui, on l'accueille, et Serigne Babacar Ebo a des gestes et des paroles extraordinaires. C'est un homme de grande bonté, un homme de grande, je dirais, ouverture, d'indulgence, de résilience, et il l'accueille comme son fils. Et comme un membre de sa famille. Et sa famille, c'est la communauté, bien sûr, mais au-delà de ça. Et il lui dit, mais je te propose de travailler avec nous. Tu as une formation dans le domaine de l'agriculture. Et ben, nous avons besoin, on fait de l'agroécologie, etc. Et puis, il lui dit une chose importante, très importante. Il lui dit, maintenant, tu vas parler de ce que tu as vécu. Tu vas dire ce que tu as vécu. Aux jeunes. Pour qu'ils puissent en apprendre. Voilà. Et ça, c'est une des missions qu'on lui a confiées et qui va honoré. À merveille. À merveille, tout à fait. Effectivement. En tout cas, beaucoup de péripéties entre ce voyage et ce retour au Sénégal, beaucoup d'émotions en lisant l'ouvrage. Et moi, je reviens sur Ndem, parce que vous parlez de Serigne Babacar Mbow, la manière dont ils l'ont accueilli, pour dire que ce n'était pas une fatalité de revenir au pays à la fin. Ils l'ont accueilli de plus belle. Ce n'était pas des reproches, c'était plutôt notre enfant est revenu sain et sauf. Et un message fort pour ceux qui sont là-bas, pour dire que aussi, c'est pas une fatalité de dire je pars, c'est une porte sans retour. Il y a bel et bien possibilité, si on ne voit pas ce qu'on peut faire là-bas, de revenir au pays et de rebondir de ses ailes. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que Abdou a longuement réfléchi au cours de ce voyage. On le voit bien dès le départ. Il part avec son ami. Ils ont fait les études ensemble. Mais il se pose beaucoup de questions. Et les questions qui se posent dès le départ sont les questions réelles qu'il traversait. Et puis, il y a peut-être plusieurs facteurs qui ont été importants dans son choix du retour. À l'époque, on pouvait revenir. Aujourd'hui, on peut pas revenir. Il faut le dire, ça. Il faut que les jeunes le sachent. En 2014, il y avait des accords entre l'État sénégalais et l'Espagne pour, quand ils arrivent aux Canaries, pour qu'on puisse revenir. Donc, il a réfléchi à la fois sur plusieurs aspects. Et ce qui l'a aidé à son choix, c'est par exemple toutes les valeurs qu'il a apprises, qu'il a formées tout au long de son éducation au sein de cette communauté et aussi au niveau de sa formation scolaire. C'est aussi un autre volet, c'est il rencontre un jeune au centre de rétention dans les Canaries, et il lui dit, mais tu viens d'où? Moi, je suis d'Endem, et toi, je suis de Thiès, mais je connais ton village, je connais ta communauté. Et qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu peux avoir du travail, moi, je peux pas avoir de travail. Et c'est tout un ensemble. Il a aussi beaucoup prié, c'est des moments importants dans ce livre. C'est tout cet ensemble-là, il s'est dit, mais ma place n'est pas là, ma place c'est de revenir au pays et travailler au pays, porter ma contribution au développement du pays. Donc, vu le modèle de développement de Ndem, est-ce qu'on peut dire que ce modèle de développement, ces perspectives, opportunités données aux jeunes à Ndem, pourraient-ils rivaliser contre l'attrait de l'Occident aujourd'hui pour les jeunes? Mais bien sûr. La communauté balifale de Ndem, sous l'égide de Serigne Babacar Ebo et maintenant de son fils Serigne Siaoula Ebo, c'est une communauté du travail, une communauté de l'effort, une communauté de bâtisseurs, du développement économique. Une communauté qui permet aujourd'hui, par exemple, avec la branche Barkelou, qui transforme les productions, l'huile de baobab, moringa, etc.,
de avoir un secteur économique pour vendre ses produits ici au Sénégal, mais aussi en Europe, et en même temps de permettre à des femmes nombreuses dans les champs de faire les récoltes, et aussi à celles dans l'usine de transformation des produits, donc des revenus, donc rester sur place. Deuxièmement, ce système aujourd'hui avec le centre artisanal de métier, le centre des métiers qui permet à des hommes et des femmes de travailler, de concevoir à la fois de l'artisanat, c'est important ça aussi. Et un autre aspect, à des femmes d'avoir un lopin de terre, faire de la culture, des salades, des tomates, des piments, des maraîchages, bien sûr, bio en plus, de vendre et avoir un petit revenu. Ce modèle peut être multiplié. Et ça serait déjà un moyen de stabiliser les personnes qui vivent dans ces zones rurales. 47% de la population sénégalaise vit dans le monde rural. Et c'est là qu'il y a le plus de pauvreté, entre autres. Donc, c'est un modèle de développement économique qui est à multiplier. C'est un exemple. Et la communauté Baïfal, avec le village et les villages environnants, c'est un exemple. Aujourd'hui, le fait d'avoir inauguré un nouveau puits va permettre aussi d'alimenter d'une façon connexe tous les petits villages en eau et développer les espaces agroécologiques. Ça, c'est du développement, je dirais, qui est à prendre en compte. Je souhaiterais, moi, personnellement, que l'État sénégalais, le gouvernement sénégalais, puisse faire développer ce genre d'initiative. Bien sûr, ça demande des années, mais ça demande aussi avoir des hommes et des femmes et des moyens pour leur permettre de rester et de développer l'économie locale. Un modèle de développement durable, surtout. Durable, absolument. Et un modèle qui est connu dans cette zone de Bambey et de Diourbel. Les gens reconnaissent tous. Et qui réussit parfaitement. Absolument. Il y a des possibilités de développement. On les connaît. On voit ça. Et pourquoi ne le fait pas? Il y a des terres au Sénégal qui appartiennent à l'État. Pourquoi on ne forme pas les jeunes à cultiver? Et on pourrait, à partir de là, avoir des productions. Je sais pas, il y a plein de possibilités. Moi, je ne suis que simplement un messager. J'ai pris ma plume pour décrire ça. Mais tout ça, ça vous appartient. Ça appartient aux Sénégalais et Sénégalaises. Ça appartient, c'est eux qui ont le développement de leur vie, le développement de leur pays entre les mains. Il y a une richesse à la fois, je dirais, une richesse de tradition, une richesse de culture, une richesse de solidarité, de fraternité. C'est la richesse de votre pays et vous êtes à même. Et ce développement de village, c'est eux qui ont fait les choix des projets. Ce ne sont pas les financeurs européens, c'est eux. Et c'est ça qui est important. Et parlons de cette fraternité, de cette culture forte. Je vois que aussi tout au long de l'ouvrage entre Michel et Serigne Babacar Mbow, il y a eu beaucoup d'échanges culturels. Ils ont eu beaucoup de temps d'échange, de partage auprès aussi de la communauté. Je vois que la place de la religion a une place importante, la foi, la spiritualité dans l'ouvrage. Et tel que décrit surtout au sein de la communauté de Baïfal, c'est magnifique. On voit le travail des Baïfal, mais aussi la foi, le fait de faire du travail une prière, une religion. Pourquoi était-ce important de le montrer, de le décrire comme ça? C'est montrer quelque chose, d'abord, qui puisse être lu par des Sénégalais et puis aussi par des Français. On a en France une perception de l'Afrique, et peut-être une perception particulière du Sénégal. Et en même temps, en Occident, on a un regard un peu particulier par rapport à l'islam. Et donc, l'objet de ce livre, en particulier, et spécifiquement sur cela, c'est de montrer qu'il y a des ponts très communs entre des chrétiens et des Baïfal, des soufis. Les mourides, c'est des soufis. Donc, c'est des traits qui sont celui du travail, celui de la paix, de la non-violence, de l'amour de l'autre, de l'accueil fraternel, du regard intelligent et résilient de celui qui est différent, et en même temps de permettre un dialogue réel
entre des chrétiens et des musulmans. 95% de musulmans, 5% de chrétiens dans votre pays. Moi, je viens depuis des années, j'ai encore été ces derniers jours en contact avec des établissements privés catholiques ou dans des établissements scolaires où il y avait des chrétiens et bien sûr majorité de musulmans. Mais c'est extraordinaire. On a parlé tous ensemble de la même relation interreligieuse, de l'accueil de l'autre, de l'acceptation de l'autre. C'est un exemple. Et moi, je voulais, à travers ce récit, roman, de montrer que le dialogue interreligieux, le dialogue entre les cultures existe et qui est fondamental pour la fraternité universelle. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il fallait le dire, il fallait le montrer. Effectivement. Et vous l'avez décrit parfaitement avec l'échange de Michel et de Céline Babacar-Mbow sur Jésus, par exemple, sur la place que l'islam accorde à Jésus en tant que prophète, sur la manière dont la communauté mouride même écrit et lit les chassidas de Mariama, comme on le dit. Et c'est tout à fait, on voit tout ce qui est similitude par rapport à la paix, par rapport à la tolérance, par rapport au pardon entre l'islam et le christianisme. Et j'ai bien aimé cette partie aussi où vous avez fait le choix de demander à Michel d'aller vers les communautés pour leur parler de Saint François d'Assise. Alors ça, c'était extraordinaire. C'est la confiance de Céline Babacar-Mbow. Oui, et c'est ça, la confiance. Il a dit à Michel, présente Saint François d'Assise au membre de la communauté. Et Michel dit, mais tu viens avec moi. Ah non, tu es tout seul avec eux. Vous savez, c'est une reconnaissance. Une gratification, je dirais, à un moment donné. Tu es chrétien, je te fais confiance et tu es reconnu comme chrétien ici et tu parles de ta spiritualité et le saint que tu suis depuis longtemps, Saint François d'Assise, en toute simplicité. Et cette spiritualité, on la sent avec Abdou, dans ses prières, dans la pirogue, on la sent quand il était au centre. Donc pour dire que ce n'est pas seulement une spiritualité de Céline Babacar-Mbow, mais il a su le transmettre à chacun des communautés. C'est cette spiritualité aussi qui a permis à la famille de Abdou de pouvoir tenir jusqu'à son retour au village. Donc pour dire que à la fois la spiritualité et la religion sont étroitement liées à ces valeurs de tolérance, de pardon, mais aussi de compassion. Et ça, on l'a vraiment senti, dans l'ouvrage. Maintenant, pensez-vous que la religion et la spiritualité peuvent offrir un langage commun par rapport aux crises contemporaines d'aujourd'hui, que ce soit la migration qui est maintenant un symptôme par rapport à ça? C'est complémentaire, je dirais, à une politique gouvernementale, à une politique de développement économique d'un pays, social. La richesse et la force du Sénégal, ce sont ses confréries, qui sont là depuis très longtemps et qui sont stabilisateurs, qui permettent de contribuer au développement de ce pays, en complément de l'action que peuvent mener les hommes de la République, ceux qui représentent l'État dans tous les différents domaines de la société. Et je trouve que c'est une complémentarité extraordinaire et ce pays, sa stabilité, ses institutions qui sont stables et qui fonctionnent bien, sont à l'image d'un pays africain exemplaire à suivre. Cette fraternité pourrait-elle être une réponse face à l'exil, vous pensez? Et bien sûr. Pour moi, je souhaite de tout cœur que à la fois les gouvernants prennent en compte les problèmes des pêcheurs, et c'est déjà fait. Car l'accord entre l'Europe, la communauté européenne et le Sénégal sur les pêches le long des 700 kilomètres de pêche, de territoire, au bord de mer, est déjà arrêté. Bien sûr, il reste encore ces bateaux-usines chinois qui transforment les poissons en farine, en huile, etc. Ce qui est catastrophique. Et peut-être que la pêche artisanale va revenir et de plus en plus et qu'il va reprendre sa place et avec toute sa filière autour et puis permettre aussi aux Sénégalais d'en bénéficier. Voilà, c'est ce volet-là. C'est aussi le volet de bloquer un peu cette
ce système. Les passeurs, on a bien vu qu'à Hambourg, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées, propriétaires de pirogues et passeurs, et qui sont en procès. C'est des démarrages encourageants. Et puis en même temps, bien sûr, essayer de développer des secteurs économiques qui peuvent être importants au milieu rural, comme au milieu urbain, mais surtout au milieu rural. Et parlons de la pêche. Michel, en sortant de Dame, a fait un détour à Guet-d'Art, à Saint-Louis. À Saint-Louis. Avec Aléo, qui lui a montré un peu cet environnement des pêcheurs, qui connaît très bien, c'est sa ville. On voit aussi que là-bas, il y a aussi des problématiques liées à ce qui est leur principale source de revenus, qui est la pêche. Donc, et énormément de jeunes aussi prennent la pirogue parce qu'ils ne peuvent plus, voilà. Ça aussi, c'est une problématique qui a été ressortie du livre. Et des jeunes qui deviennent passeurs. Des pêcheurs qui deviennent passeurs. Qui deviennent passeurs, parce qu'ils connaissent bien la mer. La mer, tout ça. Et donc, on est dans un cercle qui ne se termine jamais parce que il faut l'arrêter, cette spirale, voyez-vous. Et puis, les familles sont malheureuses, hein. Ils savent pas, ils n'ont pas de nouvelles de leurs enfants, hein, de leurs jeunes non plus, même des pêcheurs qui partent, on sait même pas où ils en sont, on sait même pas s'ils ont réussi, on sait pas s'ils sont décédés. Voilà, vous savez, j'étais à l'université d'Emdem, non, excusez-moi, de Bombay, je suis navré, je suis désolé. Il y a quelques jours, à rencontre des étudiants, et j'ai discuté un petit peu avec les étudiants, et une étudiante m'a dit, moi j'ai un cousin, j'ai perdu leur mère. Vous savez, qui n'a pas peut-être autour de soi, autour de sa famille, dans son village, quelqu'un qui est parti, qui est peut-être réussi, peut-être pas du tout, peut-être même pas de nouvelles, parce que quand on réussit pas, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Et bien des fois, il n'y a pas de nouvelles parce que peut-être il a disparu. Effectivement, beaucoup de thématiques et d'exemples comme ça dans l'ouvrage, mais aussi des thématiques connexes, notamment le patriarcat, la place de la femme, ça a été abordé dans l'ouvrage. Sans détour, pourquoi était-il important de soulever aussi ce thème dans le roman? C'est un thème générique à l'Afrique, mais aussi en Europe. Hein, Vous l'avez vu Andem, ce patriarcat? On le ressent quand on discute avec les femmes qui ont des tâches traditionnelles et les hommes d'autres tâches. On voit bien que et c'est le cas de Fatou qui souhaite à un moment donné, qui est né là, etc., et qui est très attaché à sa spiritualité, qui est très attaché aux traditions, mais aussi qui souhaite avoir une autre finalité personnelle, un développement personnel, et on le voit à travers l'ouvrage. Et ce qui est intéressant dans cette relation entre Michel et Fatou, il y a beaucoup d'amitié fraternelle. Et on le sent. Elle se confie. Oui. Et lui aussi dit les choses, comme il les voit en tant qu'Européen, Français en particulier. Et c'est ça aussi un peu le volet intéressant de ce livre. C'est pas simplement des situations problématiques de l'immigration, interreligieux, développement économique d'un village, c'est aussi des hommes et des femmes. Et je me suis attelé dans ce roman à mettre en situation ces hommes et ces femmes qui expriment des sentiments, qui expriment des projets, qui expriment des envies, et à travers ce dialogue en particulier. Effectivement, et à la fin du livre, on le voit, Fatou qui réussit à se marier, à se caser, ce qui est magnifique. D'où ma question, comment vous pensez que les femmes pourraient transformer ces cadres traditionnels aujourd'hui qui leur sont imposés? Comment est-ce qu'ils pourraient faire? Comment est-ce qu'elles pourraient? Mais c'est à la fois... Je pense qu'il faut lire le roman et on trouvera peut-être des pistes. Mais c'est des pistes sénégalaises, c'est pas celui de l'auteur, les pistes sénégalaises. Effectivement. Oui, effectivement, on le voit, hein, le personnage de Fatou le montre clairement. Une autre thématique qui a été abordée, une thématique sensible, mais qui a été abordée franchement avec beaucoup de précaution, c'est l'excision qui est toujours présente, peut-être un peu moins maintenant, mais qui est toujours là et que vous avez abordé. Pourquoi aussi l'excision? Je souhaitais aborder des sujets de société à travers ce roman, dont celui-là, parce que on en parle moins, mais ça existe encore, même si c'est moins important qu'à une certaine époque, ces coutumes ancestrales, et cette action de cette femme qui a perdu très jeune sa féminité, et qui mène une action, un combat dans des associations,
dans les villages, auprès des chefs de village, auprès des femmes, et pour diminuer, voire peut-être un jour éradiquer cette pratique. Effectivement. Une pratique qui est bien là, il faut l'admettre. Monsieur Patrick, plusieurs thématiques ont été abordées par rapport au Sénégal, par rapport à la réalité du pays. À travers toutes ces thématiques-là, quel regard portez-vous à la société sénégalaise de manière générale? Moi, j'ai un regard très optimiste, un regard d'une société qui évolue beaucoup, qui se transforme au fil des années, qui a une grande richesse humaine, une grande richesse de tradition, une grande richesse de vouloir développer leurs compétences dans différents domaines et permettre à ce pays encore d'améliorer toutes ces possibilités d'ouverture et en particulier aux jeunes d'avoir leur place dans ce pays. Vous savez, on parle beaucoup des fois même de fuite de cerveau, hein, ce qui existe, hein, on m'a évoqué ça il y a peu de temps, au niveau des professeurs ou d'autres dans d'autres secteurs. Ce pays a les moyens de les garder, et les moyens aussi de leur permettre d'avoir une place et tous être acteurs du développement commun de cet homme, du bien commun de ce pays. Et je le souhaite de tout cœur, et il y a tous les ingrédients pour tout ça, pour réussir. Effectivement, les enjeux sont là, les enjeux sont énormes, énormément de défis pour le Sénégal, des pistes de solutions, de réponses par rapport à ces fractures ont été données par rapport au livre. Je rappelle que nous parlions de votre ouvrage Le Baobab du cœur. L'émission tire bientôt à sa fin, d'où une dernière question. Aujourd'hui, si vous aviez un message pour les jeunes qui aimeraient partir pour l'Europe, qui peut-être devraient ou souhaiteraient les accueillir, mais aussi pour les communautés qui entourent, ce serait quoi les messages? J'ai souhaité à travers ce roman juste poser réellement les thématiques qui sont développées dans ce livre. Les poser non pas d'un regard européen, mais d'un regard d'un Sénégalais. Ça peut paraître ambitieux, mais c'est ce qu'on m'a dit d'abord depuis bout de temps. Maintenant, on me dit, mais ce livre, on aurait pu l'écrire nous-mêmes. J'ai souhaité décrire la réalité de ce que j'ai connu depuis 17 ans dans ce beau pays, ses richesses, ses difficultés, et aussi donner un espoir aux jeunes de se dire, ce pays, c'est le mien. Je n'ai pas peut-être besoin de partir. Il faut que je sois peut-être un acteur de son développement. Et que je puisse y contribuer en fonction de ce que je peux apporter. Quelles que soient mes compétences, je peux être un acteur qui permette à ma famille, à mon village, à mon pays, de continuer à être un phare de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est important. Vous êtes un pays stable, reconnu par tout le monde, et vous avez un potentiel humain extraordinaire, des richesses nouvelles qui apparaissent, des compétences intellectuelles, des savoir-faire. Développons ça à l'intérieur du pays. Et je crois que ça sera le devenir de ce pays dans quelques années qui va être encore plus important qu'aujourd'hui. Je suis très attaché à votre pays, un pays, le pays de la teranga, de la fraternité, de la solidarité, de l'accueil, et aussi de l'ouverture, du dialogue, du respect de l'autre, et de la compréhension de l'autre, voir qui il est, pourquoi on peut ensemble construire quelque chose. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis de telle région, ou je suis de la ville, etc. Et bien d'autres choses. Et puis l'accueil d'autres personnes qui viennent de d'autres continents et qui peuvent apporter une grande richesse à ce pays. Voilà, moi je vais poser des jalons à ma façon, mais de l'intérieur du pays. Effectivement, en tout cas, merci beaucoup pour cet temps que vous nous avez accordé.
Et ce livre est particulièrement intéressant, peut-être pour les élèves, les jeunes, les étudiants, pour ce qu'il y a dedans, pour les différentes surtout valeurs qui ont été énoncées et rappelées. J'ai bien aimé le dialogue sur l'amour, quand Barbara Carmo définissait ce que c'était l'amour, et qu'on voyait que ça concordait carrément avec ce que Michel lui aussi en pensait. Oui. Lorsque, par exemple, il dit que la voie de l'amour est celle de la soumission pieuse au service dévotionnel de l'apaisement. L'amour de Dieu passe par une sainte humilité intérieure, mais aussi extérieure. En lisant, on sait seulement qu'on n'est pas vers une reconnaissance sociale, on va pas seulement à la recherche effrénée de l'argent, mais il y a aussi quelque chose derrière qui est important, c'est la spiritualité, c'est la religion, c'est la foi. Et pour cela, on doit pas seulement se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais voir déjà qu'est-ce que nous attend derrière, quelle est la communauté qui est derrière, et surtout aussi sensibiliser. Vous avez sensibilisé cette communauté à éviter de bousculer l'enfant pour lui dire il faut partir, il faut aller. Donc cette reconnaissance sociale aussi, on voit qu'il y a une sensibilisation à ce stade-là. En tout cas, j'invite les téléspectateurs à exploiter l'ouvrage. J'aimerais dire quelque chose. Oui, bien sûr. Parce que le titre Baobab du cœur peut-être donner un éclairage. Michel va quitter le village avec Florence à la fin de la mission. Et une tradition dans ce village, c'est que quand on part, les villageois viennent voir ceux qui partent, les accueillir et les aider à partir, les accompagner. Et à ce moment-là, Saïd Babacar Embo offre à Michel un baobab. Et ce que va dire immédiatement Michel, c'est le baobab du cœur. Car tout vient du cœur. Saïd Babacar Embo transmet beaucoup de choses du cœur, à partir du cœur, de ce qu'il ressent et là, c'est l'exemple type. C'est une image pour moi, c'est un symbole qui permet de montrer que toute cette religion du cœur a une force extraordinaire, une force d'amitié, de fraternité entre les individus. Et je souhaite que nous allons vers une fraternité universelle dans cet esprit. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Pareillement, et de m'avoir invité et de m'avoir permis d'échanger grâce à vous. Merci, Armata. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Lire et écrire. Je rappelle que nous parlions aujourd'hui c'est votre deuxième ouvrage. Oui, exact. C'est votre deuxième ouvrage, Le Baobab du cœur, qui nous plonge à l'intérieur de la communauté de Ndem, dans la région de Bombay. N'hésitez surtout pas à vous procurer le livre, et qui sensibilise sur différentes thématiques, notamment sur l'immigration clandestine, qui rappelle le place de la femme aujourd'hui dans la société sénégalaise, qui sensibilise sur la situation des pêcheurs, qui est aussi une cause énorme d'immigration clandestine au Sénégal, et entre autres thématiques. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur votre chaîne Télé-École. Merci encore. Merci à vous.